Le bonsoir, je dis bonsoir à nos amis de TechnoCity. Je vous dis merci, comme j'ai promis que c'est la suite de la première de la vidéo la semaine passée et qui parlait du problème d'emploi des jeunes au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Et on avait pris l'exemple de la Côte d'Ivoire, parlant de la Côte d'Ivoire. Et je vous dis merci. La semaine prochaine, on aura un invité, un Ivoirien, un docteur en économie qui a été d'abord, qui a fait un diplôme en électrical, en ingénierie, en génie électrique et en computer science. Et puis maintenant, il est docteur. Il a une très grande certification en termes de contrôle de qualité. Donc, qui va venir nous entretenir. Alors, quelle est sa vision par rapport, nous donner des informations par rapport à l'intelligence artificielle? Qu'est-ce qu'on attend de l'artificielle intelligence aujourd'hui et demain? Et qu'est-ce que nous devons faire? Comment on va s'adapter à ce nouveau contexte? Ben, c'est aussi un autre contexte de développement, comme j'ai toujours dit que nous avons manqué plusieurs développements. Donc, le train ne fait que passer sur nos têtes. Donc, où nous allons? Maintenant, aujourd'hui, je vais parler de l'emploi de la jeunesse. Et je reparle encore pour dire que l'école forme des jeunes, ils sont nombreux à être formés. Bravo l'école qui forme. Mais une fois formés, ils sont encore en ville, ils oublient ce qu'ils ont appris à l'école parce qu'il n'y a pas de débouchés. Et ça se passe un peu partout en Afrique de l'Ouest. Lorsqu'un gouvernement vous dit, oh non, nous encourageons l'auto-emploi, on applaudit. Mais l'auto-emploi ne peut pas régler le problème de travail dans nos pays. L'auto-emploi, de toute façon, l'Africain a été toujours à travailler, toujours, on s'est toujours débrouillé en Afrique. Parce que depuis nos indépendances jusqu'à aujourd'hui, il y a pas nos pays n'ont pas pu suivre le mouvement du développement. Et maintenant, on est dans un monde globalisé et où nous allons subir maintenant le coût de la globalisation parce que n'ayant pas des industries, on est obligé d'acheter dehors. Les produits que nous avons, ce que notre agriculture, tout ce que nous avons récolte, on n'a pas autre choix que de vendre aussi dehors. Donc finalement, on reste vraiment au milieu, vivre difficilement. Nos enfants vont à l'école, ils n'ont pas de travail. Donc quand on parle d'auto-emploi et que nos gouvernements peuvent les donner de l'argent pour faire des business, ce n'est que peut-être 5% ou 10% maximum qui peuvent réussir de cet argent qu'on va les allouer. Et le plus souvent, le reste, ils prennent la fuite et quittent nos pays dont du coup on paie ces enfants et qui ont eu une formation mais qui n'ont pas eu la chance d'exercer sur place. Et donc, ça ne fait que l'Europe, les pays développés ont peur de l'Afrique parce que l'Afrique, c'est plus de la moitié est jeune. Mais si ces jeunes ne savent rien faire, s'il n'y a pas de travail pour de les occuper, notre problème reste, demeure. C'est pas, c'est-à-dire, on reste toujours dans la pauvreté. Maintenant, parlant des pays de l'Asie, je veux que on se réfère, on repart toujours regarder les Asiatiques, parce que les Africains, souvent, j'ai entendu des grands intellectuels dire non, c'est l'Asie et l'Afrique. Mais j'ai dit, nous sommes les mêmes pays, c'est les mêmes humains, les Asiatiques sont pas plus intelligents que nous. Voilà, on est tous des êtres humains, mais seulement les dirigeants ont mis des stratégies en place qui ont abouti à leur développement aujourd'hui. Et quand on regarde aujourd'hui les pays développés, c'est pour cela que j'ai toujours dit que le développement n'est que industriel. Quand on dit le G7, d'abord on dit que c'est le pays le plus industrialisé au monde. On applaudit. On les appelle encore que c'est le pays les plus choses riches au monde. On les applaudit. Donc, quand ils invitent même, quand ils ont des conférences du G7, ils invitent des pays comme l'Arabie Saoudite, d'autres pays pour devenir vraiment, de s'ajouter à eux pour être des observateurs. Mais on retrouve toujours que lorsqu'on parle de développement,
Ces pays comme l'Arabie Saoudite, ils font pas partie des pays développés, mais pourtant ils sont très riches. Mais lorsqu'on parle de développement, eux, ils ne font pas partie. Donc, voilà un peu. Donc, nous, Africains, qu'est-ce que nous devons? D'abord, on a les ressources naturelles que Dieu nous a données, la matière première, et on a une jeunesse, mais on n'arrive pas à faire décoller nos, notre économie. On est tout le temps parti pour prendre de l'argent auprès de la Banque mondiale, du FMI, et après, à la fin de la journée, bon, c'est de l'argent qui a été emprunté, il faut rembourser, on recommence encore. C'est pour cela, dans beaucoup de pays africains, chaque 5 ans, il y a un nouveau programme de développement. Chaque 1 an, il y a un programme national de développement. Chaque 5 ans. Bon, alors que quand on vient, par exemple, dans un pays comme les États-Unis, je prends un exemple, bon, on va dire que il faut pas te comparer à l'Amérique, il faut pas te comparer, mais à la fin de la journée, on doit se comparer à ceux-là. Parce que pour qu'on se compare à eux, comment ils ont fait pour arriver où ils sont et où nous sommes? Nous avons la chance aujourd'hui que on a beaucoup de technologies aujourd'hui qui peuvent nous aider à aller vite, très vite au développement. C'est-à-dire, on peut brûler les étapes sur les outils qu'on a aujourd'hui. Hier, il n'y avait pas ces outils. Quand la révolution industrielle a été lancée, il y avait pas l'électricité. Il fallait du charbon, il fallait la vapeur. Mais ils sont partis de là, ils ont trouvé la solution de l'électricité, ils ont fait des machines, réfléchi sur des machines. Après, fait des industries, des usines modernes, automatisées. Donc, après toutes ces démarches-là, ils se sont dit, on a besoin de la masse production. Donc, on fait marcher les machines. Les machines marchent. Maintenant, on est allé dans ce qu'on appelle factory automation. On est parti de là. Maintenant, on va maintenant à intégrer même l'intelligence artificielle maintenant dans les usines. Et sur tout ça, nous, Africains, on est où? On sort des étapes. On saute ici, on se met là. On saute ici, on se met là. Chaque nouvelle technologie, on est dedans. Je ne dis pas que c'est pas une bonne chose, mais c'est une bonne chose. Mais c'est vraiment qu'est-ce que nous devons faire qu'est-ce que nous devons faire pour que nos enfants travaillent. Donc, moi, j'ai toujours prôné pour le domaine, pour l'industrialisation de nos pays. Nos pays, on ne peut pas s'industrialiser comme l'Angleterre, comme l'Amérique, comme la France, comme l'Angleterre, chose comme on appelle ça, l'Allemagne. Mais on peut, on, on peut, on peut développer notre industrie d'une autre manière. La même manière que les Asiatiques. Parce que l'Asie s'est développée en utilisant le modèle de la délocalisation industrielle. La délocalisation industrielle est une très grande mafia dedans que nos pays ne comprennent pas. Et généralement, je n'entends même pas les Asiatiques dire comment ils ont fait. Tout le monde ne connaît pas. Parce que ils veulent, parce que pour eux, ils ont besoin de la création d'emplois chez eux. Ils sont nombreux, ils n'ont pas de travail. Donc, on se dit, bon, nous allons utiliser notre population comme, notre jeunesse comme main-d'œuvre. Donc, venez chez nous, mais pour venir là, il y a des préalables. Il y a ceux que les gens, le grand public connaît, c'est-à-dire la main-d'œuvre moins chère, les travailleurs qualifiés. Mais en aval, ce qui est fait d'abord, c'est une politique qui est mise en place. Et cette politique-là, c'est ce qui débouche aux industries de délocaliser dans les pays asiatiques. Sinon, ils ne se lèvent pas comme ça pour aller. Nous, l'Afrique de l'Ouest, on a 8 heures, 9 heures de vol, par exemple, des États-Unis. Mais les États-Unis prennent des industries ici, aller dans les pays asiatiques qui sont à 17 heures de vol, voire même plus que ça. Mais pourtant, nous sommes à leur porte. Très facile de pouvoir faire la navette entre nos pays et ici. Mais ils vont partir chercher quoi chez nous? Parce que notre école, je vous le dis parce que je connais ça, notre école, il y a des curriculums qui est recherché qui n'existent dans aucune école en Afrique de l'Ouest. Je n'en connais pas au Sénégal, je n'en connais pas en Côte d'Ivoire, je n'en connais pas
au Mali, au Burkina, en Guinée, enfin, je ne connais pas. Il y a des structures, il y a des curriculums qui doivent être c'est-à-dire enseigner à l'école pour aboutir à la délocalisation industrielle. Ça, c'est aussi un préalable. Mais nos pays ne connaissent pas. Et puis non seulement, même si on arrive demain à comprendre ça, mais qui va former? Ceux qui forment, puisque on ne connaît pas, donc ça n'a jamais existé. Alors que la délocalisation industrielle donne plusieurs choses. D'abord, un, ça donne le travail. De deux, ça fait un transfert de technologies sans qu'on demande à ces pays développés de transférer la technologie. Parce que quand une usine marche en Côte d'Ivoire et que après 10 ans, 15 ans, même quand ceux qui ont investi veulent quitter, mais à partir du moment que notre jeunesse travaille dedans, les travailleurs ont compris comment ça fonctionne, etc., ils peuvent rester là pour dire, bon, nous, on récupère l'usine et on continue. Vous allez voir que la technologie est déjà maîtrisée sur place. C'est ça le transfert de la technologie. Sinon, il n'y a pas de bateaux ni d'avions où on met la technologie dedans pour venir déposer dans un pays. Et la Chine est passée par là. La Chine, c'est le pays le plus industrialisé au monde. Devant n'importe quel pays, même devant ici, l'Amérique, ils sont devant nous, ils sont les plus industrialisés aujourd'hui au monde. Tout est manufacturé. Et nous, on peut en profiter de la Chine. Quand je dis on peut en profiter, le niveau de vie a augmenté en Chine. Comme ça a augmenté en Chine, d'autres industries cherchent d'autres débouchés pour aller vers nos pays. Moi, je discutais, j'ai participé à la zone Ho Chi Minh City, la zone industrielle de Ho Chi Minh City au Vietnam, parce que je travaillais pour une industrie et on devait implanter 3 usines là-bas. J'étais dedans, j'ai participé à la documentation, je ne dis pas en tant qu'un boss, mais en tant que, disons, un planton, voilà. Hein, parce qu'il y avait des boss et moi j'étais derrière eux. Mais j'ai participé à la signature de plusieurs contrats sur la zone Ho Chi Minh City au Vietnam. J'étais dedans avec plusieurs grands responsables et nous, on était dedans. J'ai participé à la délocalisation de 2 industries en Malaisie. J'ai participé à la délocalisation de 6 industries à chose en Thaïlande. J'ai participé à la délocalisation de 2 industries à chose comme au Japon. J'ai participé à la délocalisation de plusieurs industries aussi à Singapour. Comme je vous dis, voilà, pas en tant que le patron. Voilà, je suis pas patron, moi je suis seulement un employé, donc en bas. Donc j'ai un niveau très bas, donc je suivais aussi les patrons et donc je connais à peu près qu'est-ce qu'on devait faire. Donc j'ai participé à ça, donc je sais à la base qu'est-ce qu'il faut faire. Maintenant, je vais les enfants sortent de l'école, ils n'ont pas de travail. Je prends le contexte africain. Ils sortent de l'école. Chaque année, ils sont dehors. Ils restent dehors, ils n'ont pas de travail. Après l'école, ils ont des diplômes. À la fin de la journée, voilà des enfants qui oublient même ce qu'ils ont appris à l'école parce qu'il n'y a pas de travail. Il y a un ministre africain qui disait, sans une bonne formation, l'individu ne peut pas avoir de travail. Je respecte ce que le ministre dit. Mais ma question encore à ce ministre, comment se fait-il que la personne a été très bien formée, mais il n'a pas de travail? Il ne trouve pas de travail. C'est parce que les conditions d'emploi ne sont pas là. Et donc, moi, comme je dis, je suis sûr 120% que notre solution va partir d'une délocalisation industrielle chez nous. Ça va résoudre beaucoup de problèmes. Si le gouvernement et cette politique, hein, on peut écrire la politique de la délocalisation industrielle et comment ça fonctionne. Si un gouvernement, on a 2 millions de chômeurs et que le gouvernement doit donner 5 millions à chacun d'aller faire un business, comme je disais tout à l'heure, ce n'est que 5%, peut-être 10% à voir qui vont réussir. Le reste, ça, ils ne peuvent pas. Ils vont finir par partir. Et si on prend cet argent, on met dans un fonds, on dépose cet argent dans un fonds, et on appelle ce fonds le Fonds national de la délocalisation industrielle.
Voilà, un fonds national de la délocalisation industrielle. Ce fonds, on va l'utiliser pour délocaliser les industries chez nous. Et comment ça se passe? Bon, ça, c'est des choses, ça aussi, c'est des secrets professionnels. Arriver là-bas, on va en discuter un jour. Mais ce fonds, quand on délocalise une industrie, je prends un exemple, une industrie qui donne 5 000 emplois. Et au départ, le gouvernement avait de l'argent donné à chaque individu de ces 5 000 personnes de faire leur propre business. Mais comme nous avons mis pour délocaliser une industrie, on vous demande que tant que vous travaillez dans une industrie délocalisée, vous êtes soumis à payer une taxe dite de la délocalisation sur salaire indéfiniment. Tant que vous travaillez dans une zone industrielle, vous délocalisez, parce que, bon, il y a une nuance. La zone industrielle est à part, la zone délocalisée aussi est à part. Il y a les zones industrielles, la zone délocalisée. Il y a, il y a une nuance, mais c'est presque les mêmes zones, mais les lois changent. C'est pour cela qu'il faut écrire. Parce que je suis allé dans un pays de l'Afrique de l'Est où les gens, ils ont construit une très jolie zone industrielle, mais ils se demandent mais on a tout fait, personne n'accepte de venir ici. J'ai dit oui, les gens vont jamais venir que parce que c'est joli. On vient pas pour la beauté. Si c'est la beauté, on n'a pas besoin de ça. Parce que les pays développés, tout est beau là-bas. Enfin, quand je dis tout est beau, ils ont beaucoup de zones qui sont jolies. Mais quand ils viennent là, ils viennent chercher quelque chose. Et cette chose-là, c'est quoi d'abord? Un, c'est la main-d'œuvre qualifiée. La première chose, la main-d'œuvre qualifiée. La main-d'œuvre qualifiée et disciplinée. Deux, ils cherchent le moins cher. C'est-à-dire, ils cherchent la main-d'œuvre moins chère. Ça, c'est normal. Ça, il n'y a pas de problème. Mais la main-d'œuvre qualifiée, parce que quand on parle de délocalisation industrielle, c'est généralement le déplacement des activités manufacturées et autres activités industrielles d'une région ou d'un pays à un autre. Voilà. Ou, par exemple, d'un pays développé ou des pays développés vers des pays en développement, à la recherche d'avantages, compétitivité et le coût de la main-d'œuvre inférieur qu'ils recherchent, ou l'accès à un nouveau marché. Voilà, c'est ce que les gens recherchent. Mais quand iPhone quitte aux États-Unis pour dire je vais en Côte d'Ivoire, je vais en Côte d'Ivoire pour aller installer une usine qui va faire les iPhones. Mais iPhone, à la base, c'est que les Ivoiriens n'ont pas, c'est-à-dire le niveau de vie en Côte d'Ivoire ne permet pas à un citoyen lambda d'aller acheter un iPhone à 500 000 francs ou à 1 million de francs. Voilà. Donc, eux, quand ils vont, c'est pour dire, vous allez manufacturer ça ici, mais en retour, on récupère ce qui a été manufacturé pour aller aux États-Unis ou dans d'autres pays. C'est comme ça se passe. Donc, lorsque ça doit se vendre sur le marché américain, l'Amérique a ses normes que ça respecte. Vous allez en Chine, quand on fabrique quelque chose qui vient sur le marché américain, il y a des normes qu'il faut respecter. Donc, en Côte d'Ivoire, on doit respecter les normes des États-Unis. Donc, les normes, la discipline dans le travail, et puis on est formé pour ça, on respecte les normes, on prend, après avoir manufacturé, on prend ces iPhones, on vient déverser sur le marché américain. Et une anecdote, j'ai travaillé pour Nissan Kenton. Moi, j'ai passé 10 ans dans le sud. Et je profite pour dire, le docteur Abakar Binaté qui va être avec nous la semaine prochaine, j'ai passé plus de 10 ans avec lui. Et donc, moi, c'est l'usine Nissan qui a été confiée à une compagnie au Japon que je travaillais pour eux, qu'on appelle Daifuku Automation, de venir construire l'usine de Nissan à Kenton. L'État de Mississippi a donné 1 milliard de dollars, 1 milliard de dollars à Nissan. On vous fait un chèque d'1 milliard de dollars, venez construire votre usine chez nous. Ils sont venus et quand on a fini de construire l'usine, pour mettre l'usine en marche, on avait besoin des étudiants ou des enfants qui avaient un niveau troisième.
Et il s'est trouvé que on n'a pas eu assez de personnes. Donc, il fallait attendre, former les enfants qui avaient moins de troisième, le niveau troisième, c'est-à-dire créer 3 écoles sur place dans la location, les former pendant 8 mois. L'écriture, les basic, mathématiques, basic, ainsi de suite, ainsi de suite. Quand cela est fini, on a mis l'usine en marche. Mais quand moi je quittais là-bas, l'usine faisait 65 voitures de l'heure. Peut-être ça a été upgrade encore, mais chaque heure, on compte 65 voitures, on met dehors. Donc, ça, c'est la production. Parce que les gens ont été formés pour respecter ça. Donc, c'est ce qui se passe au niveau de l'Asie. Donc, pour que nous attirons les industries délocalisées, d'abord, comme je dis, il y a une politique qui est bien cachée. Alors ça c'est autre chose. Mais il faut former. Il faut intégrer beaucoup de curriculums qui n'existent pas dans notre système d'éducation à l'école. Sauf que quand on va vers eux, cela même est en première ligne, que nos enfants sont formés à telle technologie, alors qu'ils peuvent travailler dans vos usines. Parce que c'est pas la peine d'aller déposer une usine à Abidjan ou bien à Dakar et les enfants ne comprennent pas ce qui se passe. Donc finalement, les gars, ils vont perdre. Donc pour éviter ça, on forme. Donc c'est préalable là. Et c'est des choses qui ne sont pas des diplômes de 2 ans, de 3 ans. C'est des diplômes souvent de 6 mois, 8 mois et 12 mois. Et finalement, ils sont aptes d'aller travailler dans ces industries et c'est fait de l'argent. Donc cette politique-là, n'importe quel pays en Afrique peut implémenter ça. Et je vous ai dit dans la vidéo passée, moi, je discutais avec un pays, donc on avait bien ficelé, c'était très bon, mais malheureusement, le pays, il y a un préalable aussi qui est l'électricité, il n'avait pas d'électricité, donc ça ne pouvait pas marcher. Donc c'est ça. Donc, n'importe quel pays peut implémenter ça. Même, même que l'électricité, même s'il n'y a pas assez d'électricité, même que les domiciles, on doit les rationner le soir, hein, on doit les rationner un moment, mais prendre cette énergie, mettre à la disposition de ces industries, vous allez voir que on va créer, c'est-à-dire on forme les gens et ils vont aller travailler. On forme les gens, ils vont travailler. Ici aux États-Unis, l'école de formation, pour que vous bénéficiez du fonds du gouvernement fédéral, d'abord, les conditions, c'est que quand vous formez 1000 personnes, 75% de ces 1000 personnes doivent avoir du travail dans les 3 à 4 mois. Période de grâce, c'est jusqu'à 6 mois au maximum. C'est-à-dire, vous formez là. Mais pourtant, ce n'est pas l'école qui crée les usines ou l'emploi. L'école forme seulement. Mais le gouvernement te dit, on te donne l'argent. On te donne l'argent, mais à la fin de la journée, 75% de tes étudiants doivent avoir du travail. Et quand on leur pose la question, mais pourquoi ils te disent non, s'ils n'ont pas de travail, c'est parce qu'ils ne sont pas bien formés. Donc voilà. Mais eux, ils lui disent, pourquoi ils disent ça? C'est parce qu'ils ont des industries localement, effectivement, qui peuvent engager. Mais chez nous, quand tu dis que même 20% doivent avoir du travail, mais s'il n'y a pas d'industrie pour les engager, pour les faire travailler, c'est-à-dire, moi, j'étais en Côte d'Ivoire, par exemple, je suis allé à Mans, j'ai trouvé beaucoup de nos enfants là-bas qui ne travaillent pas. Mais quand je dis, mais pourquoi vous ne travaillez pas, il me dit, donne-nous du travail. Voilà. Je dis, pépé ou tonton ou papa, donne-nous du travail. Comme tu penses que on ne travaille pas, on est là, prends-nous dans ta voiture, allons où il y a travail, va nous mettre là-bas, on va commencer à travailler tout à l'heure. Et effectivement, il n'y a pas de travail. Pourtant, on peut, avec le système de la délocalisation industrielle, partout, que tu sois à Dakar, en Côte d'Ivoire, en Gambie, n'importe où, on peut créer autant d'emplois que les gens vont travailler. Et nous, on a la chance, c'est que nous pouvons rendre on peut rendre la vie très difficile aux pays développés. La raison, c'est simple parce que les pays développés, comme je dis, tout récemment, la France a lancé un nouveau programme de 2030 de la réindustrialisation de la France. L'Amérique vient de lancer un programme de la réindustrialisation de l'Amérique. Et chose aussi, comment on appelle ça?
et ce pays, l'Inde aussi, a mis un programme aussi de la réindustrialisation. Comme pour illustrer ça, j'ai dit la réindustrialisation n'est que j'ai marié une femme, et puis la femme, c'est l'industrie. Et demain, je dis, bon, la technologie est arrivée, c'est-à-dire une nouvelle femme est arrivée, je vais aller marier la nouvelle femme et je divorce la première femme. Mais après, je vais me rendre compte que la deuxième femme que je viens de marier ne fait pas mon affaire. Donc, je lui dis, OK, je t'accepte, mais attends, je vais faire marche arrière pour aller voir la première dame pour retourner à la maison. Je vais voir. Donc, c'est ça, l'industrialisation, la réindustrialisation. Ils étaient industrialisés. On a pensé que les nouvelles technologies allaient nous créer, c'est-à-dire, on nous donnait plus que l'industrie, mais on s'est retrouvé à la fin c'est-à-dire au milieu des nouvelles technologies, que oui, ça peut nous aider à minimiser les erreurs dans nos processus, ça peut nous aider à diminuer la corruption, comme j'en ai parlé l'autre jour, mais à la fin de la journée, il faut qu'on ait des industries, parce que quand quelqu'un marche pour aller dans un magasin, c'est pas les nouvelles technologies qu'il va acheter, parce que c'est du virtuel, c'est l'effet qu'on voit, sinon c'est du virtuel. Donc, si l'Amérique veut se réindustrialiser, la France veut se réindustrialiser, mais ça veut dire que ils savent que tant qu'on n'est pas réindustrialisé, quelque chose, ce que nous allons faire, on ne va jamais arriver un moment, avec l'arrivée du AI, on risque même de créer un problème de chômage. Et je vous ai dit, l'Inde, il y a presque 1 million de programmeurs qui ont perdu leur travail en Inde. 1 million de personnes qui ont perdu leur travail. Ça ne fait qu'augmenter. Et l'industrialisation, il y a un potentiel, un vrai potentiel pour l'Afrique. La délocalisation industrielle pour l'Afrique, c'est un potentiel que nous mettons parce qu'il y a la création d'emplois. Lorsque les industries se délocalisent en Afrique, ça crée de nouvelles opportunités d'emploi. Ça réduit considérablement le chômage et la pauvreté. Parce que, parlant de l'usine de Nissan, quand nous avons construit, il y a l'usine. Mais à côté de l'usine, là, il y a une usine de peinture qui s'est installée, une usine d'acier qui s'est installée, une usine de machinerie qui s'est installée. Mais autour, il y a plus de 2000 personnes qui travaillent autour. Ça, c'est seulement pour servir l'usine de Nissan. Mais l'usine de Nissan même, il y a 7000 personnes qui travaillent là-bas. Donc, mais l'État a investi 1 milliard de cash, cadeau. Mais tous ces individus doivent payer leurs taxes. Mais en 1 an, 2 ans, 3 ans, ils ont fini de payer les 1 milliard. Donc finalement, c'est comme l'État a bénéficié de quelque chose cadeau et puis ils ont créé l'opportunité. Donc, la méthode, on ne peut pas, on peut pas se dire, oh non, alors on va s'industrialiser. Ça, c'est difficile parce qu'on n'a pas ces moyens. Voilà, on n'a pas cet argent. On n'a pas. Comme on n'a pas assez d'argent, la meilleure façon, on passe d'abord par la délocalisation industrielle. Après la délocalisation industrielle, alors, vous allez voir que beaucoup d'industries vont s'implanter à côté des micro-industries, ainsi de suite, ainsi de suite. Et puis, finalement, vous allez avoir une très grande masse salariale. Ah, ça, c'est très important. Parce que ça donne une vraie diversification de l'économie. De nombreuses économies africaines, c'est-à-dire de nombreuses économies africaines dépendent fortement des exportations de matières premières, ce qui les rend vulnérables aux fluctuations des prix. La délocalisation industrielle peut contribuer à diversifier les choses, comme on appelle les économies, en développant les secteurs manufacturiers et en ajoutant à la valeur ajoutée aux matières premières. Par exemple, au lieu d'exporter du cacao brut, mais l'Afrique pourrait le transformer en chocolat. Et ça aussi, c'est bon. Je sais que la Côte d'Ivoire fait un bon effort, beaucoup d'efforts pour arriver à ça, mais il faut faire très attention. Ça, c'est la matière, ça, c'est notre matière première. Et on peut vendre. Moi, je pense qu'il faut faire ça autrement. C'est pas forcément qu'on doit faire chocolat, chocolat, chocolat. Parce que la Chine est en train d'implémenter la production de cacao. Ils ont les moyens, ils ont l'espace.
ils ont la population, ils ont des agriculteurs qualifiés. Actuellement, la Chine, depuis la dernière fois que j'étais dans une conférence où on parlait de ça, il y a 3 ans de cela, la Chine, ils sont en train d'implémenter le cacao. Arrivé un moment, la Chine va nous dépasser dans la production du cacao. Dès que cela arrive, là, notre cacao qui est peut-être à 1000 francs aujourd'hui, on va le vendre ça à 500 francs ou, disons, 500 francs à 100 francs parce que les Chinois, ils vont produire plus et vendre plus que nous. Et puisqu'ils ont les moyens que nous, ils vont arriver à nous mettre, à nous appauvrir. Voilà. C'est ça. Parce que si la Chine copie notre cacao pour venir planter cacao chez eux, notre cacao chez eux, mais pourquoi nous n'allons pas faire en sorte aussi qu'on a des industries pour remplacer les Chinois aussi, pour que les gens disent non, je vais en Afrique parce qu'il y a la compétence, ils sont compétents, ils, à leur école respectent nos normes et on va vers là-bas et puis non seulement le salaire serait encore moins cher que une chose comme que en Chine. Donc ils vont le faire. Donc aujourd'hui, nous sommes aux États-Unis. La Côte d'Ivoire, on reconnaît la Côte d'Ivoire. Notre manger, d'abord, c'est la chiquée. Ça, c'est un exemple, c'est la chiquée. Mais c'est les Chinois qui nous envoient la chiquée ici de la Chine. Ça vient pas d'Abidjan. Ça vient de la Chine. Je sais que, bon, c'est pas politique, mais il y a un politicien un jour qui disait que quand je serai président, je vais faire des usines, je vais faire en sorte que la ticket va être manufacturée. Les gens riaient de lui. Mais moi, ce jour-là, j'ai dit non, même quand tu dis que on n'est pas d'accord avec lui, sa politique, etc. Mais tout ce qu'il dit, ne rejetez pas ça dans la poubelle parce que c'est notre denrée. Et les gens aiment ça dehors. Si on peut, on peut, on peut procéder ça en respectant les normes de sécurité alimentaire, mais ça, on peut vendre ça dans les magasins ici. Mais aujourd'hui, c'est les Chinois qui nous envoient la chiquée, ça vient pas d'Abidjan. Et puis la délocalisation industrielle, l'avantage, les compagnies qui vont délocaliser, c'est eux-mêmes qui viennent investir dans leur infrastructure. Voilà. Qui viennent investir dans leur infrastructure. Donc, ça, c'est des avantages. Donc, je vais, comme je vous dis, pour ne pas trop... ça, c'est une partie. Après, nous allons parler. D'abord, je dis merci à tous mes amis et je dis merci à ceux qui nous encouragent de continuer. Donc, on va de temps en temps inviter des personnes et puis venir parler pour que chacun nous donne leur avis. Ben, c'est ça. Nous, on ne fait que analyser les choses et dire, mais on demande que chacun vienne nous aider. Voilà, si vous avez quelque chose à dire, parce qu'il est question du développement de l'Afrique et nos enfants sortent de l'école tous les jours, tous les jours. Moi, j'en parle, je parle de l'employabilité de la jeunesse parce que je suis un grand-père qui a hérité par la volonté de Dieu, j'ai hérité de beaucoup de petits-enfants. Beaucoup de petits-enfants. Voilà. Moi, je parle de plus de 200 petits-enfants. Ça, c'est pour moi. Voilà. Et Dieu n'a pas donné ça à tout le monde. Donc, tout cela ne travaille pas. Donc, je suis inquiet. Je veux que ceux-là, ils travaillent. En même temps que je veux que les enfants de chacun travaillent. Parce que si eux tous travaillent, ils ne seront pas dans la délinquance. Ils vont travailler. Et ce n'est que les industries qui peuvent les engager beaucoup. Et pas des industries qui sont intéressées de notre marché. Parce que c'est ça. Notre marché, là, on ne va pas vers les industries qui ont besoin de notre marché. C'est-à-dire, bon, peut-être, je vais dire ça autrement, on a besoin des industries qui ont besoin de notre main-d'œuvre qualifiée, pas aller manufacturer quelque chose chez nous et vendre. Donc, voilà un peu. Donc, je vous dis merci. Et ça, c'est la partie 2. Je vous dis merci pour tout ce qui nous encourage. Je dis merci à nos amis. Hier, nous avons eu bon, des deux responsables de deux pays qui nous ont contactés pour demander après Monsieur Taïn Goma depuis le Canada. Alors, parce que j'ai parlé de lui, effectivement, c'est vrai, je sais, je connais sa compétence. Donc, si notre chaîne doit même faire la promotion des Africains un peu partout, voilà, voilà quelqu'un, bon, moi je ne le connaissais pas, je l'ai connu comme ça, pif,
Mais quand j'ai vu ce qu'il a fait comme travail, alors je lui posais toujours la question, va en Afrique, va nous aider pour qu'on diminue la corruption. Donc, Monsieur Taï, encore merci. Les gens demandent après vous, donc essayez d'aller aider l'Afrique. Donc, Monsieur Binaté sera avec nous, le docteur Binaté sera avec nous bientôt. Donc, il va venir nous animer, nous dire ce qu'il pense, donner des conseils à nos enfants. Mais l'école technique, c'est la mère des écoles. J'insiste sur ça. On ne peut pas parler d'industrie sans parler de l'école technique. L'Allemagne, le développement allemand se base sur la main-d'œuvre qualifiée. Voilà. Il y a des grandes écoles en Allemagne, mais si on vous pose la question, donnez-moi le nom de deux universités en Allemagne, peut-être vous ne connaissez pas. Parce qu'on n'en parle pas de leurs universités. Ils ont des savants, ils ont eu beaucoup de savants, etc., Einstein, tout ça. Mais, à la fin, ils ont formé leur jeunesse. Les vrais machinistes, on trouve ça en Allemagne. Donc, voilà des exemples que la Chine a copiés et la Chine est arrivée. Nous, connaissons ce qu'on doit copier. Copions seulement. Ne cherchons pas à inventer. Voilà. Parce que l'invention, on va se perdre dans la brousse. On n'a pas ces moyens. Et l'argent qu'on met pour la recherche et le développement ici aux États-Unis pour des petites structures, on a des grandes compagnies dans nos pays qui n'ont pas ça. Donc, ne cherchons point. Copions déjà ce qui existe. Donc, pour illustrer ça, j'ai toujours dit, et je vais vous dire ça, rappeler tous les jours, que l'Amérique dit que c'est eux qui ont inventé l'avion. La France dit aussi que c'est la France qui a inventé l'avion. Mais le soir, quand on regarde les deux visages des deux avions, on se demande s'ils sont sortis des mêmes usines. Donc, pour dire que forcément, ou c'est l'Amérique qui a copié les Français, ou les Français ont copié l'Amérique. Pourtant, ils disent que quand ils inventaient l'avion, que les deux pays ne se voyaient pas. Donc, chacun était dans son pays. Mais bizarrement, les deux avions se ressemblent. Donc, pour dire que il y a l'un qui a copié l'autre. La Chine, l'Amérique et l'Angleterre a été le premier pays industriel développé au monde. L'Amérique a copié, l'Amérique est arrivée. La France a copié, la France est arrivée. L'Allemagne a copié, l'Allemagne est arrivée. Le Japon a copié, le Japon est arrivé. Les pays de l'Asie ont copié, ils sont arrivés. Mais nous, on va les copier qui? On n'a qu'à copier ce qui marche, surtout maintenant avec la nouvelle technologie, des nouvelles technologies qui sont là. Essayons, on a la matière première, on a des cerveaux, on a des enfants qui peuvent être formés très rapidement pour répondre à ça et nous allons faire la promotion de nos enfants à travers le monde. Venez chez nous parce que voilà ce qu'on a, voilà ce qu'on vous offre, voilà ce qu'on nous voit. À la fin de la journée, vous allez voir que ces enfants qui sortent de l'école, au lieu qu'ils vont vendre des cartes téléphoniques, ils vont payer des taxes. Ils vont être des grands contributeurs. Le pays, petit à petit, on va diminuer les prêts que nous prenons auprès de la Banque mondiale et du FMI. Parce que c'est ça. Parce que tant que on peut payer cet argent et puis rester tranquille, on peut investir où on veut. Mais tant qu'on dépend d'eux, il y a des contraintes souvent que nos pays, c'est-à-dire que tu aimes ceux qui sont là, que ceux qui sont pas là, il y a des contraintes souvent, on est obligé de faire face à ça. Donc sur ça, je vous dis merci encore. C'est une petite réflexion, c'est la suite de la vidéo d'hier et bientôt, vous allez retrouver Monsieur Abaka Binaté, le docteur Abaka Binaté sur nos antennes et qui va venir nous démontrer qu'est-ce qu'il faut faire pour l'économie africaine. Sur ça, je vous dis merci encore, Gabriel.